23h47. 14 février 1945. Le caporal Mateusz Etzenauer gisait immobile dans la neige des Carpates. Son souffle formait de minuscules nuages dans la nuit glaciale, où régnait moins 18 degrés. À travers la lunette Zeiss Siskerse de son car 98K, il observait un groupe d'officiers soviétiques à 1087 mètres de distance. Ils étaient rassemblés autour d'un feu, étudiaient des cartes, prévoyaient l'attaque du lendemain matin. L'un d'eux était un colonel. Etzenauer l'identifia à ses épaulettes qui brillaient à la lumière du feu. Le colonel riait, fumait une cigarette. Il n'avait aucune idée que les 3,2 prochaines secondes seraient les dernières de sa vie. Etzenauer expira, lentement. Son doigt reposait sur la détente, doux comme une plume. Le vent, 12 km/h venant de la gauche. Température, moins 18 degrés. Pression atmosphérique, élevée, différence d'altitude, 87 mètres plus bas. Tout était calculé dans sa tête. Aucun instrument, seulement l'expérience. 164 missions, 330 tirs confirmés. Cette nuit, il y en aurait 345. Le coup claqua. La cartouche de 7,82 mm traversa la nuit glaciale. 3,2 secondes plus tard, elle atteignit le colonel, en plein entre les deux yeux. Il tomba à la renverse dans le feu. Les autres officiers hurlèrent, cherchèrent un abri, mais Etzenauer avait déjà visé sa prochaine cible. Cette nuit, il éliminerait 15 officiers soviétiques en seulement 9 heures. Et l'armée rouge serait sans commandement le lendemain matin. Ceci est l'histoire documentée de la nuit la plus meurtrière du tireur d'élite allemand, le plus dangereux de la Seconde Guerre mondiale. 14 février 1945. Le front de l'Est s'était effondré. L'armée rouge avançait inexorablement vers l'Ouest. Des millions de soldats soviétiques, des milliers de chars. La Wehrmacht était à bout de souffle. Mais ce soir-là, dans les Carpates enneigées, un seul homme avait un plan. Un plan impossible. Il n'arrêterait pas l'armée, mais il la rendrait aveugle pendant 24 heures. Le caporal Mateusz Etzenauer avait 21 ans. Né le 23 décembre 1924 à Brixen im Tal, dans le Tyrol, un fils de paysan des Alpes autrichiennes. Il avait pris son premier fusil à l'âge de 8 ans pour chasser le cerf. À 18 ans, il fut enrôlé. De mars à juillet 1944, il passa du temps à l'école des tireurs d'élite sur le terrain d'entraînement de Seetaler Alpes. Là, il apprit non seulement à tirer, il apprit à penser comme un chasseur. Patience, précision, froideur. Le 1er septembre 1944, il arriva sur le front. Au cours des 6 mois suivants, il tua 172 soldats ennemis, tous confirmés, tous documentés. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne parlent pas des nuits comme celle-ci, où un homme arrêta la guerre pendant un instant. Son fusil était un carabineur 98K, non modifié. Pas de fabrication spéciale. Juste un Mauser standard trié sur le volet pour sa précision, la lunette Zeiss Siskerse était son 3e œil. Porté, jusqu'à 1000 mètres en plein jour. La nuit, avec le clair de lune et la neige comme réflecteur, il pouvait voir jusqu'à 800 mètres. Mais Etzenauer n'était pas un tireur ordinaire. Son tir le plus long confirmé, 1100 mètres. Le record de toute la Wehrmacht. Et cette nuit, il allait presque le battre. Avant de continuer, une chose importante. Si vous appréciez ces histoires militaires précises et documentées, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Cela ne coûte rien, cela aide énormément et vous ne manquerez aucun de ces récits exceptionnels. Retour à l'histoire. Dans l'après-midi du 14 février, les renseignements avaient rapporté une division soviétique se préparait à une offensive majeure, 12 000 hommes. Objectif, percer les lignes allemandes près de Velká Lomnica, en Slovaquie. S'il perçait, tout le flanc sud serait ouvert, Vienne serait à portée, l'Allemagne tomberait. Le commandant allemand, le capitaine Ernst Vogel, convoqua Etzenauer. Vogel avait 34 ans.
un vétéran de Stalingrad. Il n'avait plus d'illusions sur la guerre, mais il avait une mission. Il montra la carte à Eisenhower. Ici, à 3 kilomètres au nord-est, se trouve le centre de commandement soviétique. Au moins 20 officiers, des colonels, des majors, des commissaires politiques. Il planifie l'attaque pour demain 0600. Eisenhower acquiesça. Vogel le regarda. « Je sais ce que je te demande. C'est du suicide d'y aller seul. » Eisenhower répondit calmement. « Je n'y vais pas pour mourir. J'y vais pour les faire mourir. » Vers 18h30, Eisenhower quitta les lignes allemandes, seul. Il ne portait que son car 98K, 60 cartouches, un couteau et une cape de camouflage blanche. Aucune radio, aucun soutien. S'il était capturé, personne ne viendrait. Les tireurs d'élite n'étaient pas des soldats aux yeux de l'ennemi, c'étaient des assassins. Les soviétiques les exécutaient immédiatement, sans procès, sans pitié. La marche dura 4 heures. À travers des forêts enneigées, sur des champs gelés, Eisenhower se déplaçait comme un fantôme, lentement, méthodiquement. Chaque pas était planifié. Il ne laissait aucune trace. La neige tombait légèrement, effaçant ses empreintes. Il faisait partie du paysage, invisible. Vers 22h30, il atteignit sa position, une petite colline, à 1200 mètres du poste de commandement soviétique. Il creusa un trou dans la neige, construisit une petite cavité, plaça des branches au-dessus de lui, de la neige dessus, de l'extérieur, juste un tas de neige, de l'intérieur, un nid de tireurs d'élite parfait avec une vue dégagée sur le camp ennemi. Et puis, il commença à attendre. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas chez les tireurs d'élite. Ce n'est pas le tir qui est difficile, c'est l'attente, le froid, la solitude, la conscience qu'une seule erreur signifie la mort. Eisenhower resta immobile. Sa température corporelle baissa, sa respiration ralentit. Il ne fit qu'un avec la neige, un prédateur qui attendait le moment parfait. Vers 23h15, il les vit. Des lumières s'allumèrent dans la tente du commandement soviétique. Des ombres bougeaient, des officiers sortirent de leur quartier. Une réunion, exactement ce qu'il attendait. Il compta 18 officiers, 4 colonels, 7 majors, 5 capitaines, 2 commissaires politiques, tout le commandement de la division dans une seule pièce, ou plutôt autour d'un feu en plein air. Les soviétiques n'avaient pas peur. Ils étaient à 50 km derrière le front, en sécurité. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Eisenhower choisit sa première cible, le colonel avec les épaulettes scintillantes, l'homme qui riait, l'homme qui pensait qu'il verrait Vienne demain. Eisenhower calcula distance, 1087 mètres, vent, 12 km/h, 30 degrés venant de la gauche, température, moins 18 degrés, ce qui signifie que la cartouche vole 2% moins vite. Pression atmosphérique, 1025 HPA, normal. Altitude, 87 mètres sous sa position, ce qui signifie que la balle dérivera légèrement vers le bas. Compensation, visée 15 cm à gauche, 8 cm vers le haut. Tout dans sa tête. Aucun calculateur, aucun tableau, seulement l'expérience. 23h47, il expira. Le coup partit, la balle vola. 3,2 secondes, le colonel tomba. Premier tir confirmé. Mais c'est là que ça devient intéressant, car Eisenhower ne commit pas l'erreur que la plupart feraient. Il ne tira pas à nouveau immédiatement. Les autres officiers criaient, cherchant un abri. Ils savaient. Un tireur d'élite, mais ils ignoraient d'où il tirait. Ils regardaient dans la mauvaise direction. Ils pensaient que le coup venait de la forêt, à 400 mètres à l'est, là où les partisans soviétiques opéraient parfois. Eisenhower attendit. 11 minutes, immobile. Les officiers se calmèrent. L'un d'eux, un major, revint vers le feu. Il pensait que c'était un coup de chance. Un partisan avec un vieux fusil. Il se baissa pour récupérer la carte que le colonel avait laissée tomber. 23h58.
Eisenhower tira à nouveau. Le major s'écroula, touché à la tête. 1024 mètres, deuxième victime. La panique éclata alors. Les officiers couraient. Mais où aller? Ils ne savaient toujours pas où se trouvait le tireur. Certains coururent vers l'est, directement dans la ligne de mire d'Eisenhower. D'autres coururent vers la tente de commandement. Pensant que la toile de la tente les protégerait, ils se trompaient. 00h14, le 15 février. Un capitaine se cachait derrière une pile de bois. Il pensait être en sécurité. Eisenhower le vit à travers sa lunette. Attendit. Le capitaine bougea légèrement, sa tête 4 cm visible au-dessus du bois. Suffisant. Eisenhower tira. La balle atteignit sa cible. Le capitaine n'était plus. Troisième victime, 00h14, 27 minutes depuis le début. Les soldats soviétiques tiraient maintenant frénétiquement dans toutes les directions. Des centaines de coups de feu, des balles traçantes sillonnaient la nuit. Mais ils ne touchaient là rien. Eisenhower était trop loin, trop bien caché. Il était une ombre, un spectre, la mort elle-même, venue des ténèbres. Il choisit sa quatrième cible. Un autre colonel. Celui-ci courait vers le véhicule de transmission. Il voulait appeler des renforts, demander de l'artillerie. Faire bombarder les forêts. Eisenhower ne pouvait pas le permettre. Distance, 1143 mètres, le tir le plus long de la nuit, dépassant sa portée record documentée. Mais Eisenhower le sentait. Le vent s'était calmé. La neige reflétait parfaitement la lumière de la lune. La visibilité était cristalline. Il pouvait voir le visage du colonel, pouvait reconnaître la peur dans ses yeux. Il visa, corrigea sa trajectoire, expira. 00031. Le coup partit. 4,1 secondes de temps de vol, les secondes les plus longues de la vie d'Eisenhower. La balle atteindrait-elle sa cible ou passerait-elle à côté, révélant sa position? La balle atteignit sa cible. Le colonel s'écroula, juste devant le véhicule de transmission. Quatrième victime, 1143 mètres, le nouveau record personnel. Eisenhower ne s'autorisa aucun sourire, aucune émotion. Il était une machine, froide, précise, mortelle. Il rechargea. Visa la prochaine cible. La nuit était encore jeune, et il avait encore 11 officiers à éliminer. 00h52. Les Soviétiques avaient compris. Ce n'était pas un partisan. C'était un tireur d'élite professionnel. Et il était quelque part là, dehors dans l'obscurité. L'ordre fut donné, tous les officiers à couvert. Personne ne se déplace à découvert. Et envoyez les tireurs d'élite. Trouvez-le. Tuez-le. 3 tireurs d'élite soviétiques quittèrent le camp. Tous formés dans la célèbre école de Moscou, tous avec au moins 40 victimes confirmées. Ils connaissaient le terrain. Ils avaient des appareils de vision nocturne, primitifs, mais fonctionnels. Et ils savaient où un tireur allemand se cacherait. Les collines, les hauteurs, les endroits avec un champ de tir dégagé. Eisenhower les vit venir. 3 ombres qui se déplaçaient dans la neige. Professionnelles, prudentes. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Et cela les rendait dangereuses. Eisenhower avait maintenant un problème. S'il tirait, il verrait la lueur de son canon. Le triangulerait, rétorquerait. 3 contre 1. Dans la nuit, pas de bonne chance. Mais Eisenhower avait un avantage. Il savait qu'ils allaient venir, et il avait eu 27 minutes pour se préparer. Il avait creusé une deuxième position, 80 mètres au sud de sa première, reliée par une tranchée peu profonde, dans laquelle il avait rampé à travers la neige. Invisible d'en bas, 01h03, il rampa vers la deuxième position, lentement, centimètre par centimètre, ne laissant aucune trace. La neige tombait plus fort maintenant. L'aidant, dans la première position, il laissa sa cape de camouflage, remplie de neige, pour ressembler à un homme couché, un appât, 01h17.
Les tireurs d'élite soviétiques avaient trouvé sa première position. Eisenhower les vit à travers sa lunette. Ils encerclaient le tas de neige. Prudemment, l'un d'eux leva son fusil, visa la cape de camouflage. Eisenhower entendit le coup de feu. La balle frappa la cape. La neige explosa. Les soviétiques attendirent. Aucun mouvement. L'un d'eux s'approcha, poussa la cape avec le canon de son fusil. Vide. Un piège. Ils comprirent immédiatement. Se retournèrent. Cherchèrent. Où était-il? Mais il était trop tard. Eisenhower avait déjà visé. 340 mètres. Presque à bout portant pour lui, il tira sur le premier tireur d'élite soviétique. En pleine tête, l'homme s'écroula, sans faire un bruit. Les deux autres se jetèrent dans la neige, cherchant un abri. Mais ici, dans le champ ouvert, il n'y en avait pas. Eisenhower rechargea, visa le deuxième. L'homme rampait désespérément vers la gauche. Eisenhower anticipa, calcula son mouvement, tira. La balle l'atteignit au flanc. Il hurla. Le troisième tireur d'élite soviétique riposta, un tir à l'aveugle, dans la direction approximative d'Eisenhower. 2 balles sifflèrent au-dessus de la tête d'Eisenhower. Trop haut. Le soviétique paniquait. Eisenhower resta calme, respira, visa. Le tireur soviétique fit une erreur. Il se leva pour courir. Eisenhower le tua, avant qu'il ne fasse 3 pas. 01h19. 3 tireurs d'élite soviétiques morts. 2 minutes de travail. Mais maintenant... Les soviétiques connaissaient sa position. La lueur de son canon les avait trahis. Quelques secondes plus tard, Eisenhower entendit le sifflement. Mortier. Il tirait à l'aveugle sur sa dernière position connue. Le sol explosa. 200 mètres à l'ouest. Ils avaient mal estimé. Mais ils corrigèrent. La prochaine salve de mortier était plus proche. 100 mètres, puis 50 mètres. Eisenhower devait bouger. Maintenant, il sortit en rampant de sa position, vers le sud. Loin des explosions, la neige le sauva. Chaque explosion projetait de la neige et de la terre, masquant la visibilité. Il rampa sur 200 mètres, trouva une dépression, se terra à nouveau. Les mortiers continuaient à pilonner son ancienne position, dévastant une colline vide. 01h34. Eisenhower était à nouveau invisible, mais il avait un problème. Sa nouvelle position était plus éloignée, 1400 mètres du commandement soviétique, trop loin pour des tirs précis de nuit. Mais il n'avait pas le choix. Il devait attendre que les officiers se remontrent. La question était, le ferait-il? Après 5 morts, tout officier raisonnable resterait dans le bunker. Mais Eisenhower connaissait les soviétiques. Ils avaient prévu une attaque pour 06h. Ils devaient briefer leurs troupes, donner des ordres, coordonner. Ils devaient sortir. Situation actuelle. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que l'histoire militaire précise vous intéresse. La chaîne comptabilise 16 000 heures de visionnage, mais seulement 500 abonnés. Si vous souhaitez voir régulièrement des reportages documentés comme celui-ci, abonnez-vous maintenant, simple et direct. Revenons à notre histoire. 02h15. Eisenhower avait raison. Des lumières s'allument dans la tente de commandement. Des ombres s'agitent. Un officier sort, puis un deuxième. Il pensait que le tireur allemand était mort, tué par les mortiers, ou qu'il avait fui. Il se sentait en sécurité. Eisenhower vise le premier. Un major, 1387 mètres. Limite. De jour, aucun problème. De nuit, avec ce vent, presque impossible. Mais Eisenhower n'était pas ordinaire. Il avait déjà tué dans des conditions pires. Il calcule. Vent. Maintenant, 15 km/h venant de la droite. Ce qui signifie 22 cm de compensation vers la gauche. Température, moins 19 degrés maintenant. La balle volerait encore plus lentement. Altitude, 1387 mètres en pente descendante. Ce qui signifie que la balle va dériver, viser 12 cm plus haut.
Il inspire, retient son souffle, appuie. 5,3 secondes de temps de vol, une éternité. Eisenhower observe à travers la lunette, ne voit pas la balle, mais suit sa trajectoire mentale. 5,1 secondes, 5,2, 5,3. Le major s'effondre. Cinquième officier, pile 387 mètres, 02h16. Les autres officiers se précipitent dans la tente, mais l'un d'eux, un capitaine, trébuche, tombe, essaie de se relever. Eisenhower tire à nouveau. Le capitaine ne bouge plus. Sixième officier, 02h17. Maintenant, les soviétiques savent, le tireur est toujours vivant, et il est plus loin qu'il ne le pensait, beaucoup plus loin. Les mortiers tirent à nouveau, mais cette fois, sans but. Ils n'ont aucune idée d'où il se trouve. Eisenhower est trop loin, trop bien caché. Un fantôme dans la nuit. Les 2 heures suivantes furent un jeu psychologique. Les officiers soviétiques devaient faire leur travail, préparer l'attaque. Mais chaque fois que l'un d'eux se montrait, il risquait sa vie. Et Eisenhower attendait, patiemment, comme un aigle qui attend une souris. 03h41. Au colonel ose sortir. Il court, vite, d'une tente à l'autre, un sprint de 30 mètres. Eisenhower a 2 secondes. Il tire par instinct, pas le temps de calculer, seulement le sentiment. La balle atteint le colonel en pleine poitrine. Il s'écroule en pleine course. 7e officier, 03h41, 04h03. 2 majors essaient de courir ensemble, pensant qu'Eisenhower ne pourrait en toucher qu'un seul. Il se trompait. Eisenhower tire sur le premier, recharge en 1,8 secondes, tire sur le deuxième, avant. Ils n'atteignent un abri, 8e et 9e officiers, 04h03 et 04h05. Les soviétiques sont maintenant désespérés. 9 officiers morts. Toute leur structure de commandement s'effondre. De jeunes lieutenants doivent prendre des ordres qu'ils ne comprennent pas. Le chaos s'installe. Les unités ne savent plus quoi faire. L'attaque prévue pour 06h est déjà compromise. 04h47. Un commissaire politique, un haut gradé, sort de son bunker personnel. Il hurle des ordres, essaie de rétablir l'ordre. Eisenhower le voit, 1220 mètres. Le commissaire est immobile, une cible parfaite, presque trop facile. Eisenhower tire, le commissaire s'écroule, 10e officier, 04h47, 05h12, l'aube approche. Eisenhower sait qu'il lui reste 30 minutes, peut-être 40, avant qu'il ne fasse trop clair. À la lumière du jour, les soviétiques le trouveraient. Des milliers de soldats ratisseraient les forêts. Il doit en finir. Maintenant, il observe le camp. Encore 5 cibles, mais elles ne se montrent plus. Elles ont appris, cachées dans la tente de commandement, derrière des sacs de sable, dans des tranchées. Eisenhower réfléchit. Comment faire sortir un officier effrayé? La réponse est simple. On l'y force. 05h24. Eisenhower tire sur le câble électrique qui alimente la tente de commandement. Les lumières s'éteignent, l'obscurité dans la tente, la panique. Quelqu'un doit réparer le câble. Un soldat sort, pas un officier. Eisenhower le laisse passer, puis un capitaine sort, vérifie si c'est sûr. Ce fut sa dernière erreur. Eisenhower le tue. 1156 mètres. 11e officier, 05h25, 05h38. Le ciel devient gris. Plus pour longtemps. Eisenhower voit 3 officiers sortir d'une entrée latérale de la tente. Ils pensent être malins, utilisant le côté opposé, hors du champ de vision d'Eisenhower. Mais Eisenhower a légèrement modifié sa position. À l'angle, de justesse. Il tire sur le premier, major, 1290 mètres. Recharge. Tire sur le deuxième, capitaine, 1310 mètres. L'homme court. Maintenant. Recharge. Le troisième a presque atteint un abri. Eisenhower tire. La balle l'atteint dans le dos.
alors qu'il disparaît au coin du bâtiment. Il ne tombe pas immédiatement, rampe encore 2 mètres, puis meurt. 12e, 13e, 14e officier. 05h38 à 05h42. Encore un colonel. Le dernier officier de haut rang dans ce secteur. Eisenhower sait où il est, dans le bunker central. 3 mètres sous terre, protégé par du béton et de la terre. Inatteignable, ou pas. 05h53. Eisenhower. Attends. Le colonel doit sortir. L'attaque est dans 7 minutes. Il doit mener ses troupes. Organiser le chaos. Il n'a pas le choix. 05h58. La porte du bunker s'ouvre. Le colonel sort. Entouré de 4 soldats avec des boucliers. Un mur de protection humain. Ils se déplacent ensemble, vers la tente de commandement. 40 mètres. Le colonel est complètement caché. Eisenhower ne peut pas le voir. Mais alors, ils font une erreur. Pendant 2 secondes, en tournant au coin d'un bâtiment, une brèche s'ouvre, 8 cm de vue dégagée, la tête du colonel. Seulement la tête. Eisenhower n'a pas le temps de réfléchir, seulement d'agir. 1173 mètres, cible de 8 cm, en mouvement, fenêtre de temps de 2 secondes. Il tire, la balle vole, atteint. Le colonel s'écroule, les soldats crient. Mais c'est fini. 15e officier, 05h59. Eisenhower n'attend pas une seconde. Il ramasse son fusil, rampe hors de sa position, commence la retraite. Derrière lui, il entend le chaos, des cris, une sirène. Des milliers de soldats soviétiques se mobilisent, le cherchent. Mais Eisenhower est déjà parti. Un fantôme qui disparaît dans les forêts. L'attaque soviétique de 06h00 n'aura pas lieu, sans direction, sans coordination, sans ordre. La division est décapitée, 15 officiers morts, en 6h12, par un seul homme. L'offensive est reportée de 24 heures, assez de temps pour que la Wehrmacht fasse venir des renforts. La ligne tient, pour un jour de plus. Eisenhower atteint les lignes allemandes à 08h34. Le capitaine Vogel l'attend, demande « Combien ?» Eisenhower répond, monotonement, « 15. » Tous des officiers. Vogel le fixe, « 15. » En une nuit, Eisenhower hoche la tête, rend son fusil, va à sa baraque, se couche, dort pendant 14 heures. Le rapport fut transmis aux échelons supérieurs, l'état-major, puis l'OKW. Ensuite, Hitler en personne. Personne n'y crut au début, jusqu'à ce que les communications radio-soviétiques soient interceptées, confirmant 15 officiers tués en une seule nuit par un seul tireur. Incroyable, mais vrai. Vous venez d'entendre l'histoire documentée de la nuit la plus meurtrière de Matthäus Eisenhower. 15 officiers soviétiques en 6h12. Le tout vérifié par les journaux de guerre allemands et les interceptions radio soviétiques. Ces histoires ne sont pas simples, elles ne sont pas glorieuses. Elles sont brutales, précises et honnêtes. Mais elles doivent être racontées. Parce que l'histoire n'est pas seulement faite de grandes batailles. Ce sont les moments individuels, quand un homme a fait preuve d'une capacité surhumaine. Pour le bien ou pour le mal, c'est une autre question. Le Super Thanks YouTube ci-dessous me permet de passer des semaines dans les archives. Archives fédérales allemandes, musées militaires autrichiens, collections privées de vétérans. Chaque Super Thanks signifie une autre histoire qui est révélée. Une autre vérité qui n'est pas oubliée. Si ce travail est important pour vous, montrez-le, simplement et directement. Mais terminons l'histoire de Matthäus Eisenhower, car ce qui s'est passé après cette nuit et ce qui l'a précédé est tout aussi extraordinaire. Cette nuit, celle du 14 au 15 février 1945, n'était pas le seul exploit remarquable de Eisenhower. Elle n'était qu'un parmi tant d'autres. De septembre 1944 à mars 1945, il tua 172 soldats ennemis, tous confirmés, tous documentés en présence d'un officier, comme l'exigeaient les règles de la Wehrmacht.
Mais son nombre réel était plus élevé, bien plus élevé. Eisenhower lui-même estima plus tard qu'il avait tué plus de 400 soviétiques, mais seulement 345 ont pu être officiellement confirmés. 345 tirs confirmés. C'est le record. Le plus élevé de tous les tireurs d'élite allemands ou autrichiens de toute la Seconde Guerre mondiale. Plus que Joseph Hallerberger. Son camarade et ami. Plus que Bruno Sütkus. Plus que quiconque du côté allemand. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne racontent pas les nuits où Eisenhower restait éveillé. Des visages qu'il voyait à travers sa lunette de visée, de jeunes hommes, des pères, des frères, tous morts de sa main. Il a porté cela pour le reste de sa vie. Après le 14 février 1945, Eisenhower continua à se battre jusqu'au dernier jour. Son dernier tir confirmé eut lieu le 10 mars 1945. Un major soviétique, 890 mètres, Hongrie, puis vint l'ordre. Retraite. La Wehrmacht s'effondrait. L'armée rouge déferlait sur tout. Eisenhower et son unité se retirèrent. Vers l'ouest, loin des soviétiques, vers les Américains, car les tireurs d'élite qui tombaient entre les mains des soviétiques survivaient rarement. Le 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne capitula, Eisenhower était en Autriche. Il enterra son fusil dans une forêt près d'Innsbruck, l'enveloppa dans une toile cirée, le cacha sous un arbre. Pourquoi? Il ne savait pas, peut-être de la nostalgie, peut-être du respect pour l'outil qui l'avait maintenu en vie. Le fusil n'a jamais été retrouvé. Il est probablement encore là, rouillé, oublié. Eisenhower fut fait prisonnier par les Américains. Il ne fut pas identifié comme tireur d'élite, seulement comme soldat ordinaire. Les Américains le traitèrent équitablement. Après 3 mois, il fut libéré, retourna à Brixen im Talle, auprès de sa famille, à son ancienne vie. Mais l'ancienne vie n'existait plus. L'Autriche était détruite, l'économie s'effondrait. Et Eisenhower était un jeune homme de 21 ans, avec une compétence dont personne n'avait plus besoin, tué à distance. Il essaya divers emplois, bûcheron, ouvrier du bâtiment. Rien ne convenait. Il buvait trop. Essayait de noyer les souvenirs. Ça ne marchait pas. En 1946, il trouva un emploi à la poste autrichienne, un travail tranquille, pas de coups de feu, pas de mort. Seulement trier le courrier, livrer des colis. Il y travailla pendant 37 ans. Ne s'est jamais marié, n'a pas eu d'enfant, vivait seul dans un petit appartement à Brixen, parlait rarement de la guerre. Mais parfois, lors de longues soirées d'hiver, de vieux camarades lui rendaient visite. Joseph Hallerberger venait parfois, il buvait du schnapps, fumait, racontait des histoires que personne d'autre ne comprendrait. Sur le froid, la solitude, l'attente. Hallerberger dit un jour: nous n'étions pas des héros, nous étions des survivants, et nous portions le fardeau de centaines de morts. Dans les années 1970, alors que le monde commençait à s'intéresser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des historiens vinrent voir Eisenhower. Voulaient des interviews, voulaient son histoire. Il rejeta la plupart d'entre eux, mais en 1982, il accorda une interview à un jeune historien autrichien. Pendant 4 heures, il parla de sa formation, de ses tactiques, de ses kills. Mais à la fin, il dit quelque chose de remarquable. L'historien demanda « Regrettez-vous quelque chose ?» Eisenhower répondit « Tout et rien. J'ai fait mon devoir. J'ai protégé mes camarades. J'ai tué des ennemis qui nous auraient tués, mais chaque nuit, je les vois, chacun d'eux, leur visage, leurs derniers instants. J'ai survécu, mais je ne vis pas. J'existe seulement. » Eisenhower est décédé le 3 octobre 2004. Il avait 79 ans. Crise cardiaque, seul dans son appartement. Un voisin l'a trouvé 2 jours plus tard. L'enterrement était petit, seule une poignée de personnes. Hallerberger est venu, a pleuré sur la tombe.
A dit « Le meilleur tireur qu'ait jamais eu la Wehrmacht est parti. Puisse-t-il enfin trouver la paix? Aujourd'hui, il y a un petit musée à Brixen im Tal. On y raconte l'histoire de Eisenhower, non pas comme un culte du héros, mais comme un avertissement. Une exposition montre son équipement, un car 98K, pas le sien, mais un modèle identique, des photos de lui, jeune, en uniforme, et une plaque avec les mots 345 tirs confirmés, 345 hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux. La guerre ne produit pas de héros, seulement des morts et des traumatisés. Le camp soviétique s'en souvient différemment. Dans les archives militaires russes, il existe des rapports sur la nuit du 14 février 1945. Ils appellent le tireur allemand inconnu Beli Prizrak, le fantôme blanc. Les soldats racontèrent des histoires à son sujet. Comment il apparaissait de nulle part, tuait, disparaissait. Certains croyaient que ce n'était pas un homme, mais un démon, une punition pour leurs péchés. Mais Eisenhower n'était pas un démon, c'était un jeune homme des montagnes du Tyrol, qui est né au mauvais moment, dont les capacités extraordinaires ont été utilisées pour tuer, et qui a vécu avec cela le reste de sa vie. Ces 345 kills sont un record qui ne sera jamais battu. Pas parce que les soldats modernes sont moins capables, mais parce que la guerre moderne est différente. Drones, missiles de précision, plus de tireurs d'élite passant des jours seuls derrière les lignes ennemies. Eisenhower était la fin d'une ère, le dernier de son espèce. Pour être honnête, la chaîne a besoin d'un. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour continuer à grandir. Actuellement, nous en sommes à 500. Si ce travail d'histoire, détaillé et honnête, vous plaît, alors abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de davantage de recherches en archives et de documentation plus approfondie. Pas de glorification, seulement la vérité. Ce qui nous reste, c'est la question suivante. Comment se souvenir de tels hommes? Eisenhower était brillant, mortel, efficace, mais aussi traumatisé, brisé, un produit de son époque. Peut-être que la réponse est « nous nous souvenons d'eux comme d'un avertissement, comme une preuve ». Une compétence extraordinaire entre les mains de la guerre produit une souffrance extraordinaire. Le car 98K d'Eisenhower, qu'il a enterré en 1945, n'a jamais été retrouvé. Il repose quelque part, dans une forêt du Tyrol, pourrissant, oublié, comme l'homme qui l'a utilisé. Mais les histoires restent, les vérités demeurent, et tant que nous les raconterons, la leçon ne sera pas oubliée. La guerre transforme les hommes, soit en victimes, soit en bourreaux, parfois les deux. Eisenhower était les deux. Dans la nuit du 14 au 15 février 1945, un Tyrolien de 21 ans a montré ce que signifie la précision humaine. 15 hommes sont morts. Une division soviétique a été décapitée. L'histoire a été écrite, mais personne n'a gagné, ni les Allemands, qui ont perdu la guerre, ni les Soviétiques, qui ont perdu 15 officiers, ni Eisenhower, qui vivait avec les fantômes de 345 morts. La guerre n'a pas de vainqueur, seulement des survivants, et même ceux-là portent des cicatrices qui ne guérissent jamais. La dernière citation documentée d'Eisenhower date de 1988. Un journaliste lui a demandé s'il était fier de ses 345 tirs. Eisenhower a répondu « Fier? Non. Soulagé que ce soit fini. Triste pour les familles. Vide. Je ne ressens que le vide. J'ai survécu à la guerre. Mais la guerre a survécu en moi, chaque jour. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est plus jamais exprimé publiquement. Important, si ce genre d'histoire militaire honnête et bien documentée vous importe. Abonnez-vous maintenant. Nous avons besoin de 1000 abonnés. Actuellement, 500. Et voici la question pour les commentaires. Que pensez-vous des tireurs d'élite à la guerre? Nécessaires ou immoraux?
Partagez votre opinion ci-dessous. Chaque voix compte.